Donc la vision aujourd'hui de l'enseignement en ligne, c'est soit je fais des tutos en ligne, soit en fait je fais des visios. C'est assez binaire, tuto et visio. On a la possibilité de mettre des vidéos en ligne, et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent regarder ces vidéos en ligne. Pourquoi est-ce qu'on priverait ces personnes d'un enseignement en ligne ? Pourquoi maintenant l'urgence ? Parce qu'il y a un vrai engouement qui commence à monter. On va pouvoir le redire dans ce podcast, mais l'apprentissage en ligne, c'est bien plus que ça. Les enseignants de demain sont ceux qui, aujourd'hui, vont commencer à s'intéresser au numérique, à commencer à s'intéresser au en ligne et se former à ça, parce que c'est une autre façon d'enseigner. Ces enseignants-là seront présents dans les 10, 15, 20 prochaines années, parce qu'ils auront pris le pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour toute cette population-là qui n'y connaît rien, que justement une ouverture grâce à l'enseignement en ligne. Beaucoup d'écoles actuellement ferment. Tous ceux qui râlent sur l'enseignement en ligne c'est nul, devraient prendre un minimum de recul et de se dire que très certainement, il y a une grande majorité de leurs élèves qui sont là aujourd'hui grâce à ça. Fabien, bonjour. Salut Cédric. Bienvenue dans ce nouveau podcast Zik School, le 7e du nom. Ah oui, exactement. On va parler de l'urgence de l'enseignement de la musique en ligne. On va parler aussi des avantages de cette pratique-là. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de retours sur cette vision de l'enseignement. On a énormément aussi de réticences et je pense que c'est important qu'on puisse aujourd'hui éclaircir un petit peu cette notion d'urgence de se lancer dans la ligne par rapport à ce qui est aujourd'hui l'état de l'enseignement de la musique. Et c'est pour ça qu'on se lance aujourd'hui sur ce podcast. Oui, mais je te rejoins complètement, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère, une transition qui se fait. Et il y a ceux qui en ont conscience, il y a ceux qui n'en ont pas encore conscience. Et c'est pour ça que nous, on crée ce podcast aussi, c'est pour ouvrir aux gens à cette possibilité-là de faire de l'enseignement en ligne, expliquer pourquoi c'est important et pourquoi les élèves en face sont en demande. Et plus tôt on s'y met, et plus tôt on aura des résultats et on y arrivera à prendre le virage. Et plus tôt on va s'y mettre, et plus tôt on va comprendre aussi les avantages, parce que là, clairement aujourd'hui, la difficulté, elle est aussi de comprendre les avantages que peut avoir l'enseignement en ligne, et c'est ça qui provoque aussi toutes ces réticences. Pourquoi aussi dû à un historique ? Oui, effectivement, l'enseignement musical est enseigné de manière traditionnelle avant qu'il y ait Internet. La musique existait, et donc il fallait véhiculer ce savoir, il fallait l'enseigner, et le seul moyen qui existait, c'était comme là, nous on est en face à face, et il n'y avait pas d'autres moyens. Donc forcément, quand il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, on est d'abord un peu réticent, ce qui est un peu logique, parce qu'on est habitué à une certaine façon de faire, on se demande, est-ce vraiment utile, est-ce vraiment efficace ? Ouais, et ce qui vraiment aujourd'hui met en lumière l'enseignement en ligne n'est pas forcément non plus ce que les gens peuvent imaginer, en tout cas les profs de musique peuvent imaginer. En l'occurrence, quand on parle d'enseignement en ligne, tout de suite on pense à pandémie, Covid, et que tout le monde s'est mis à enseigner en ligne à ce moment-là. Non, c'est faux, l'enseignement en ligne existait avant, c'est juste qu'il a été testé à ce moment-là par une grande majorité des professions. Et le distanciel a été obligatoire à ce moment-là, donc les gens ont dû par force se mettre dedans avec souvent les bien mauvaises méthodes. Mais ce qu'il faut, si on doit parler justement de cette urgence-là, je pense que c'est intéressant qu'on fasse un petit bref historique de l'apparition du en ligne dans l'enseignement. Alors, on disait qu'effectivement l'enseignement de la musique, c'était et c'est toujours du présentiel. On avait besoin avant pour apprendre un instrument. Finalement d'avoir quelqu'un qui nous l'enseigne. On n'avait pas de possibilité, avant qu'Internet arrive, d'avoir quelqu'un qui se filme et qui puisse expliquer comment il met en place des accords, comment il apprend à jouer et comment il joue en fait d'un instrument, guitare ou autre. La difficulté ensuite, ça a été lors de cette bascule-là de comprendre que le en ligne est différent du présentiel, et ça c'est important aussi à avoir en tête. Donc avant, à part avoir une méthode, avoir un prof, on n'avait pas d'autre possibilité d'apprendre un instrument. Donc c'est pour ça aussi que tout s'est régularisé, que tout s'est institutionnalisé, de façon à perdurer en enseignement de la musique et créer une façon, on va dire, unique, entre guillemets, d'enseignement. Puis, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée de YouTube et des vidéos, on a commencé à avoir des gens
qui faisaient des tutos, qui montraient certaines façons de faire, certaines techniques. Et ça s'est démocratisé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a été exposé à un savoir qui avant était destiné uniquement à des gens qui venaient en école de musique ou qui achetaient des méthodes et qui devaient décrypter ces méthodes-là. Par la suite, le en ligne a commencé à se développer avec l'avènement de la formation en ligne depuis les années 2010. Et avec l'arrivée du Covid, tout le monde a dû s'y mettre. Et là, ça a été une hécatombe totale pour beaucoup. Et la position que les profs ont pris à ce moment-là, c'est de faire ce qu'ils faisaient en présentiel et de le positionner en ligne, donc faire du présentiel à distance. Sauf que ça n'a pas marché. Donc la vision aujourd'hui de l'enseignement en ligne, c'est soit je fais des tutos en ligne, voilà, soit en fait je fais des visios. C'est assez binaire, tuto, visio. Oui, il y a une analyse qui est assez, je trouve, biaisée. C'est-à-dire qu'un enseignant, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment ça fonctionne en présentiel. Et si on vient lui dire, tiens, il existe des outils en ligne, il va essayer de comparer maladroitement le en ligne au présentiel sur les mêmes, au même niveau. C'est-à-dire qu'il va se dire, voilà, les avantages du présentiel, c'est que je peux corriger en direct mon élève, je peux savoir si c'est faux, lui dire, tiens, bouge ton doigt, etc. Constat, quand je le fais en distanciel, pour le coup, via une visio, ça marche pas. Donc, conclusion, c'est nul. Mais en fait, c'est, je trouve, un résumé qui ne reflète pas du tout ce que c'est que l'apprentissage en ligne. On en a déjà parlé, on va pouvoir le redire dans ce podcast, mais l'apprentissage en ligne, c'est bien plus que ça. Et juste la preuve que tu viens de dire que ça s'est démocratisé, il y a eu des vidéos YouTube, etc. Il y a un moment donné, il faut juste être logique, c'est que plus il y a de vidéos et plus il y a de vues sur ces vidéos, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent voir ces vidéos. Et donc là, on parle même pas pour l'instant de structurer, d'avoir une école, enfin quelque chose de fiable, de rentable, etc. On parle juste d'un besoin. On a la possibilité de mettre des vidéos en ligne, et de l'autre côté, il y a des gens qui veulent regarder ces vidéos en ligne. Pourquoi est-ce qu'on priverait ces personnes d'un enseignement en ligne ? C'est juste une juxtaposition de la façon dont aussi les gens se sont intéressés à la musique. Comment ça se passait avant qu'il y ait Internet et la télé et tout ça, les gens étaient intéressés par la musique quand ils voyaient d'autres musiciens jouer. YouTube est juste là pour accélérer les choses en montrant en accès direct d'autres musiciens qui jouent et accessible à tout le monde. Avant, pour aller voir un musicien, il fallait soit se déplacer dans un théâtre, dans une salle de concert, aller voir une représentation. Aujourd'hui, on a juste besoin d'ouvrir son ordinateur et d'entendre des musiciens jouer. D'ailleurs, je peux te partager, moi, comment j'en suis venu à la musique, parce que quand j'en suis venu à la musique, YouTube n'existait pas. Et Internet non plus. Donc, comment est-ce que je me suis retrouvé dans la musique ? J'ai envie de dire par chance, parce que l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a permis d'y accéder. Ma mère est musicienne, ma mère est prof de musique, aujourd'hui à la retraite, et en fait, dans la voiture, déjà, par habitude, elle écoutait de la musique classique à la radio. Donc déjà, j'ai été baigné dans cette écoute de la musique classique, jusqu'à un jour, j'ai dit à ma mère, « Ah maman, j'aimerais bien faire de la petite guitare. » Ça, c'est la vraie histoire. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans ce podcast. Pourquoi de la petite guitare ? Je ne sais pas. De la guitare qui était à ma taille, peut-être. J'ai associé ça. Et ma mère avait un ami qui était professeur d'alto. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, violon légèrement plus grand, un violon alto. Et comme j'avais 4 ans et demi, c'est un petit peu tôt pour n'importe quelle école de musique, elle a demandé à cet ami si je pouvais prendre des cours avec lui. Donc du coup, il a commencé en me montrant vite fait comme ça, en mode découverte de l'alto, mais en mode guitare, parce que c'est ce que je voulais. Et très vite, je me suis retrouvé avec un alto sur l'épaule, à apprendre à jouer de l'alto. Et je suis rentré au conservatoire à 6 ans. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu ce cursus-là ? Parce que j'ai une mère qui est musicienne, parce qu'elle écoutait de la musique, parce qu'elle avait un ami qui pouvait me proposer des cours, et parce qu'elle connaissait le concept du conservatoire. Maintenant, si on se met à la place de quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, quelqu'un qui n'y connaît rien à la musique, mais qui se dit « Ah oui, ça pourrait être chouette, mon fils, ma fille a l'air d'être intéressé et aimerait pouvoir faire de la musique. Comment est-ce que je fais ? Je vais chercher école de musique, machin, je vais taper sur Internet. C'est un monde dans lequel on n'y connaît rien. On ne peut pas aider son enfant, on se sent démuni. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour toute cette population-là qui n'y connaît rien que justement une ouverture grâce à l'enseignement en ligne ?
Et ça, je trouve que tous ceux qui râlent sur l'enseignement en ligne, c'est nul, devraient prendre un minimum de recul et de se dire que très certainement, il y a une grande majorité de leurs élèves qui sont là aujourd'hui grâce à ça. C'est très juste ce que tu dis parce que on va parler des avantages de l'enseignement en ligne. On va parler de ça après justement avoir argumenté sur l'urgence. Mais l'aspect géographique est très important. Moi, si je prends mon exemple, j'ai commencé à vouloir jouer de la musique parce que j'avais des potes qui avaient un groupe de musique. Et du coup, j'allais les voir en répétition. Et je me suis dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas jouer aussi d'un instrument. Et j'ai voulu commencer la guitare à 14 ans. Et j'ai commencé la guitare classique à 14 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait mes parents à ce moment-là? Ils ont regardé où est-ce qu'il y avait une école de musique proche de chez nous. Et dans la ville où j'habitais, il y avait une école de musique. Et ils m'ont inscrit dans cette école-là. Si il y avait un conservatoire proche de chez nous, peut-être qu'ils m'auraient inscrit au conservatoire. Donc il y a quand même une notion aussi d'aspect géographique qui est hyper prenante et qui a énormément de considération dans l'apprentissage des élèves aujourd'hui. Il y a des élèves qui n'ont pas du tout accès à l'enseignement musical, qui sont dans des zones un peu reculées géographiquement par rapport aux écoles de musique, qui ont beaucoup de difficultés à prendre des cours. Des élèves qui vont être dans des centres-villes et qui vont facilement accéder à des structures comme le conservatoire. Des élèves qui sont plus dans l'entre-deux, qui eux vont pouvoir profiter d'écoles associatives, peut-être municipales. Mais forcément, le cursus ne sera pas le même. Et oui, en fait, la géographie t'impose une sorte de choix par défaut et qui sera plus ou moins chanceux pour toi. Alors qu'en ligne, s'ouvre quand même un champ de choix. Toi, tu peux faire ton choix en fonction de la personne qui te semble la plus parlante, qui s'exprime le mieux, que tu comprends le mieux, tout simplement. Et je suis en train de repenser, justement, moi, j'ai eu la chance de me retrouver dans ce cursus-là, de suivre le cursus de conservatoire et tout, qui me correspondait à l'époque, parce que ma mère connaissait ça, et qu'en plus, mes parents étaient prêts à faire les trajets, parce que j'avais quand même 45 minutes de route pour aller au conservatoire. Il faut savoir. Sinon, comme la majorité, je me serais retrouvé peut-être, je peux balancer le nom parce que personne ne connaît le lieu, mais avec Madame Bernard, qui donnait les cours de tout le village, de tous les instruments, avec une méthode un peu à l'ancienne. Et j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais fait 3-4 ans de je sais pas quel instrument, j'aurais arrêté juste avant l'adolescence parce qu'elle était insupportable. Avec toute la gentillesse que j'ai pour cette dame, mais tu vois, moi en tant qu'adolescence, j'aurais trouvé ça insupportable, j'aurais abandonné. Aujourd'hui, en ligne, on peut être soutenu. Donc effectivement, l'aspect géographique est primordial. Alors on va parler justement de l'urgence. Pour moi, il y a deux aspects à considérer dans l'urgence de se mettre à l'enseignement en ligne aujourd'hui. La deuxième est la conséquence de la première, donc on va commencer par la première. Quand on parle d'urgence, moi je mets le lien aussi avec la courbe de l'innovation, la courbe de Gauss, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, qui montre que chaque nouvelle pratique, chaque innovation suit une courbe qui répond de manière historique toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, il y a toujours des premiers adoptants qui vont constituer à peu près 2,5-3% des gens qui vont se lancer dans une innovation en fait. Donc là, on peut considérer que l'enseignement en ligne est une vraie innovation de par l'état dans lequel elle est aujourd'hui en francophonie. Ensuite, on va avoir tous les premiers adoptants, une majorité précoce. Mais avant cette majorité précoce, il va y avoir un espèce de petit trou qui va faire qu'il va y avoir un petit laps de temps où ça va être délaissé. Et puis après, hop, ça y est, la courbe va recommencer. Et cette majorité des premiers arrivants, en fait, va augmenter petit à petit pour arriver à un pic. Et suite à ce pic-là, on va avoir tous les retardataires, donc la majorité tardive, et puis vraiment les tout derniers qui, eux, vont vraiment attendre que ça soit devenu la norme et que tout le monde s'y soit mis pour se poser la question de se dire « Ok, bon, je vais peut-être m'y mettre parce qu'il n'y a pas le choix ». Sauf qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard. Donc pourquoi maintenant l'urgence? Parce qu'il y a un vrai engouement qui commence à monter, et j'ai un exemple très concret que j'ai vécu ce week-end, mais ça constitue la deuxième notion importante à développer pour cette urgence. On va revenir sur notre courbe de Gauss. Toute cette première majorité qui va adopter, on est en plein dedans là, voilà. Et c'est aujourd'hui, les enseignants de demain sont ceux qui aujourd'hui vont commencer à s'intéresser au numérique, à commencer à s'intéresser au en ligne et se former à ça, parce que c'est une autre façon d'enseigner. Et c'est ces enseignants-là qui seront présents
dans les 10, 15, 20 prochaines années parce qu'ils auront pris le pas. C'est pas pour ça que ça va annuler la façon dont ils travaillent aujourd'hui, c'est juste qu'il y a besoin d'une évolution. Et donc d'apprendre de nouvelles choses dans une autre méthodologie d'apprentissage qui arrive et sur laquelle on ne pourra rien faire parce qu'on va être confronté à ça et de plus en plus. Et on n'est pas, encore une fois, à l'abri qu'il y ait de nouveau une restriction géographique pour n'importe quelle raison, une nouvelle pandémie ou autre chose. Alors, on n'est pas du tout à l'abri de ça. Je pense que c'est un devoir pour les enseignants aujourd'hui de se dire « Ok, il faut que je dois avoir des choses de prêtes pour continuer à enseigner, à la fois pour mes élèves, mais aussi pour moi, en tant que professionnel de la musique, pour que je puisse continuer mon activité. » Donc, c'est maintenant parce qu'on est dans la majorité primaire et c'est maintenant qu'il faut prendre le pas. Et dès qu'on va commencer à arriver à une habitude, le pic de cette majorité-là, là, ça va déjà commencer à être trop tard. Donc, à être trop tard. Pas trop tard, être trop tard. Donc maintenant, il faut commencer maintenant à s'y intéresser et commencer à changer les états d'esprit et arrêter de se dire « Ouais, ça marche pas, c'est pas possible de corriger les élèves ». C'est vrai si on le fait mal et c'est vrai si on continue de le faire comme ça a été fait pendant le confinement dans les années 2020, mais ce n'est pas vrai si on le fait bien. Et moi, ce que je dis souvent aux enseignants de musique, c'est quand on me dit « Ouais, mais on ne peut pas corriger les élèves en ligne », moi je leur réponds « Ok, quand tu as tes élèves une demi-heure par semaine, tu peux les corriger, mais quand il est chez lui tout seul, comment tu fais pour le corriger ?» Les mauvaises habitudes, elles viennent par la répétition, quoi. Donc du coup, c'est assez compliqué et assez difficile d'acquiescer sur un argument comme celui-ci en disant on ne peut pas corriger ses élèves, mais l'élève chez lui est livré à lui-même et tout seul. J'ai eu l'exemple ce week-end d'une amie qui est venue à la maison qui, elle, joue du violon. Elle joue dans un conservatoire, elle apprend à jouer dans un conservatoire. Et elle m'a dit ce week-end, écoute Cédric, est-ce que tu connais un prof de violon qui peut m'aider à progresser dans l'apprentissage du violon ? Parce que je ne m'y retrouve pas au conservatoire. Parce que je ne fais pas toujours des morceaux qui me plaisent, on ne va jamais jusqu'au bout des choses. Et puis moi, ce n'est pas ce que j'avais imaginé de la musique. Je ne veux pas en faire mon métier. Moi, je veux pouvoir jouer avec les autres. Je veux pouvoir m'amuser quand je fais de la musique. Et donc, elle se projetait plus dans un cursus en ligne qui va être un peu plus adapté à elle, à son emploi du temps, mais aussi à un prof qui va peut-être être un peu plus à l'écoute par rapport à ce qu'elle veut faire, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et si on peut donner un tips aux gens, parce qu'en fait, forcément, ceux qui nous écoutent sont plus ou moins d'accord et plus ou moins pas d'accord avec l'avantage d'enseigner en ligne. Il faut bien se dire une chose, c'est que si on est torturé à l'idée que quelque chose vienne empiéter sur notre terrain, c'est que certainement, il y a une opportunité qui est en train de se créer, il y a un changement qui est en train de se créer, et donc on se retrouve dans cette fameuse courbe de Gauss. Parce qu'en fait, dans toute l'ère du temps de l'évolution de l'être humain, il y a eu des gros changements. Alors si on prend plutôt récemment, pour ceux que nous, on va pouvoir, sur lesquels on peut se projeter, il y a eu l'ère de l'industrialisation. Tu peux être pour, tu peux être contre, et à un moment donné, ça s'est fait et c'est acté aujourd'hui. Il y a eu l'ère de la numérisation, tout Internet, ce qu'il nous a apporté. Il y a l'ère des intelligences artificielles aujourd'hui. Qu'est-ce que les intelligences artificielles et tout ? On peut être pour, on peut être contre, peu importe. On peut être torturé à l'idée que ça vienne nous challenger. Parce qu'en tant qu'être humain, on a du mal à être remis en question. C'est une histoire de sécurité. On a envie de se sentir stable. On a envie de sentir qu'on est dans un truc qui fonctionne. Et donc, tout changement vient remettre en question ça. Mais c'est bien aussi de se dire, ok, s'il y a un changement qui est en train de s'installer, j'ai deux solutions. Soit j'en fais abstraction et à un moment donné, je vais être oublié. Écoute, si tu acceptes l'idée d'arrêter parce que tes convictions sont plus fortes que ce que tu vois du futur, soit tu dis, j'ai envie de continuer, je vais me pencher sur le sujet, je vais évoluer avec, et tu verras que c'est pas si terrible que ça, finalement. Parce que tu vas t'apercevoir qu'il y a des trucs qui sont cool, hein, comme toute nouveauté, au début ça fait peur, mais une fois que tu es dedans, tu dis c'était pas si terrible. Et puis tu vas pouvoir juxtaposer et faire ta propre expérience entre ce que tu connais déjà, qui est quand même très fort, tout l'enseignement en présentiel, et puis tout ce que tu apprends, l'apprentissage en ligne. Donc j'invite les gens à prendre du recul sur leur ressenti vis-à-vis de l'enseignement en ligne, pour se dire, ok, si ça me provoque des choses en moi, c'est que peut-être
peut-être ils ont un peu raison quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire et peut-être qu'il faut que je me bouge les fesses. Et le parallèle qu'on peut faire, par rapport aussi à la révolution industrielle, la révolution du numérique aujourd'hui peut se comparer à la révolution industrielle. Si aujourd'hui on se remet à imaginer qu'il y a des gens, et il y en a sans doute eu, j'en sais rien, mais je pense que oui, des gens qui, à l'époque de l'apparition des premières voitures, se sont dit « Non mais moi je resterai au cheval ». Parce que la voiture, c'est pas quelque chose qui fonctionne, voilà, pour n'importe quelle raison. Où est-ce qu'ils en seraient aujourd'hui en fait ? Aujourd'hui, on se déplace plus à cheval. Le cheval, c'est devenu un loisir. Mais plus personne aujourd'hui ne se déplace à cheval pour aller travailler, pour voyager. Non, c'est plus le cas. Les gendarmes à cheval, ça compte ou ça compte pas ? Alors, j'ai envie de dire, c'est une autre approche. C'est une approche différente. On utilise encore les chevaux dans l'agriculture et tout ça, mais c'est une approche différente. En tout cas, dans le processus de se déplacer, aujourd'hui, c'est devenu une minorité. Alors qu'avant, c'était tout le temps. Ça se passait comme ça. Donc, on peut exactement mettre les profs de musique aujourd'hui réticents à enseigner en ligne dans le même panier que ceux qui ont refusé de lâcher le cheval à l'époque de la révolution industrielle. Alors on retire aussi le côté financier parce qu'on peut présumer qu'à l'époque acheter une voiture coûtait peut-être beaucoup plus cher jusqu'à que ça se démocratise avec les constructions et la révolution industrielle avec Ford et tout ça. Mais c'est aujourd'hui là les écoles de musique et l'enseignement en ligne se démocratisent. Et j'avais une première question à poser là-dessus. Pourquoi toi tu dirais que c'est maintenant pour les profs de musique et c'est maintenant ou jamais, j'ai envie même d'insister là-dessus. Et qu'est-ce qui rend en fait ce moment si crucial ? Alors c'est crucial parce que justement, l'ambiance générale, c'est que les gens sont à se poser des questions. Et du coup, pendant que les gens se posent des questions, il y en a peu qui passent à l'action. Donc pendant qu'il y en a peu qui passent à l'action, c'est le moment de soi-même le faire. Si tu regardes, t'écoutes les gens, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie, tout ça, qui se disent « Ah tiens, j'aurais dû investir dans je sais pas quoi, parce qu'aujourd'hui je serais riche. » En fait, si tu écoutes bien, il y a certainement à l'époque où il fallait faire le truc, t'en avais entendu parler, mais tu te disais « Ouais, mais non, parce que t'y crois pas, parce qu'il n'y a pas les indicateurs qui te disent « Ça va forcément fonctionner. » Donc c'est normal en fait qu'il y ait une crainte. Et il n'y a pas de succès garanti à 100%. Le fameux « c'est pas pour moi ». Le fameux « c'est pas pour moi ». Et quelques années après, tu te dis « Ah mince, pourtant je le savais, donc ça aurait pu être pour moi ». Et pour l'enseignement en ligne, il faut se dire que on n'est pas dans les cryptos. Là, je vais utiliser les cryptos. Les cryptos, forcément, il y a un facteur risque, dans le sens, tu sais pas si elle va fonctionner. À moins d'être calé, et même en étant calé, c'est la spéculation. Là, pour le coup, on est sur de la logique. C'est que le numérique est installé quand même depuis les années 2000. Depuis les années 2010, il y a l'enseignement en ligne. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans le métier, qu'on enseigne en ligne, etc. Donc, on sait que ça fonctionne. Mais le tournant est en train de se créer de plus en plus pour la musique. Donc, ce n'est pas de la spéculation que de dire que le numérique va prendre de plus en plus de place. Et on est dans une transition où, justement, il faut en profiter. Les gens se posent des questions. Vous, passez à l'action. C'est un très beau résumé. Donc, si on disait que pourquoi c'est crucial, parce que y a un vrai danger de disparition du métier finalement. Oui, mais d'ailleurs, ça rejoint moi la question que j'avais là avant qu'on passe aux avantages, tout ça de en ligne. Les écoles de musique traditionnelles vont-elles s'éteindre comme des dinosaures parce qu'elles n'ont pas su s'adapter à l'ère numérique, ou est-ce qu'elles vont enfin se réveiller et embrasser l'enseignement en ligne ? J'ai pas la réponse à cette question-là, mais la sensation que j'ai, c'est que beaucoup d'écoles actuellement ferment. On a chaque année des exemples d'écoles autour de nous qui ferment par manque d'élèves et problèmes budgétaires aussi. Donc s'il y a un manque d'élèves, c'est qu'il y a un manque d'intérêt. C'est qu'il y a un désintérêt aussi de l'apprentissage des instruments, donc pas la bonne façon de communiquer dessus. Si les écoles de musique ferment, c'est qu'il y a aussi des problèmes budgétaires, mais c'est pas que la faute de Macron, comme on pourrait dire. C'est pas que la faute des instances, c'est aussi la faute de ceux qui sont acteurs et qui souvent ne sont pas remis en question sur comment on peut faire mieux. Alors, c'est dur de dire que c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas non plus été formés à ça et je pense qu'ils ont fait le maximum pour y arriver. Mais il y a un vrai tournant à prendre. Et je pense qu'on va se retrouver avec deux vitesses. On va avoir ceux qui vont vouloir rester des dinosaures
et qui vont rester sur les vieilles méthodes en ne voulant pas changer d'avis et en se disant il n'y a que comme ça que ça marche, gardons du contact humain et tout, ce qui n'empêche pas d'avoir en ligne, voilà, mais qui restent vraiment sur des faux arguments et qui petit à petit vont se faire manger parce qu'il y aura un désintérêt total et ça va être de plus en plus compliqué. Et ça part du bas, on le voit déjà, ça a déjà commencé. Les écoles privées, beaucoup ont du mal à survivre et arrêtent. Ensuite, ça va toucher les écoles associatives, les écoles municipales. Et à un moment, les conservatoires, ils vont être touchés aussi. Et certains commencent déjà à l'être. Donc ça, c'est ceux qui vont rester dinosaures et qui ne vont pas vouloir évoluer. Et puis, il y a ceux qui vont prendre le pli, qui vont se dire « Ok, allez, à un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de mettre les œillères. Ok, on a un vrai savoir à enseigner, on a une vraie valeur avec le présentiel, qu'on n'est pas obligé d'abandonner. Attention, je précise bien que c'est pas j'enseigne en ligne ou j'enseigne en présentiel. Ça peut être les deux de manière très claire, de manière très complémentaire. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, ceux qui vont se dire, allez, on va commencer à se former, qui vont se dire, bon, allez, on va prendre des gens qui vont nous former, qui vont intervenir dans les écoles, qui vont commencer à sensibiliser, qui vont nous donner des méthodes qui vont permettre aux enseignants d'évoluer dans leur pratique comme n'importe quel enseignant est censé faire, c'est-à-dire se former en formation continue pour progresser dans son métier. Et là, ceux-là vont être ceux qui vont réussir à survivre les prochaines années et qui vont commencer à mettre en place des choses très intéressantes pour les élèves. Et on va peut-être, je l'espère, commencer à avoir un nouvel intérêt qui va arriver pour les élèves dans l'enseignement de la musique. Je te rejoins, et d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. Ma sœur a un studio de danse urbaine, et c'est un peu similaire à une école de musique privée ou école de danse privée. Le monde de la musique et la danse est souvent très très lié, ça reste des arts très liés. D'ailleurs, école de musique et danse, EMD, il y en a tout un tas, c'est souvent des choses qui sont liées. Alors là, c'est de la danse urbaine et tout ça. Mais à un moment donné, en fait, ses élèves lui demandaient les chorés, machin, tout, pour pouvoir travailler chez elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait un espace en ligne dans lequel toutes les semaines elle balançait ses vidéos et tout ça. Et en fait, elle a su lier le côté humain qu'elle a gardé avec son école de danse et le côté en ligne, qui du coup lui a permis, alors attention, je vais parler des mots qui fâchent, mais qui lui a permis aussi d'être encore plus rentable, mais surtout de servir encore mieux ses élèves. Et donc, avec une option supplémentaire, les élèves pouvaient avoir un suivi encore plus personnalisé, et ils ont adoré ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en tout temps, qu'importe qu'il y ait le numérique ou non, je pense que ceux qui restent, c'est ceux qui sont capables d'évoluer et de faire preuve d'innovation. Et une école de musique n'échappe pas à la règle. Si elle veut garder, motiver ses élèves, elle doit innover. Elle doit trouver les projets, elle doit statuer sur des nouvelles choses. C'est juste qu'aujourd'hui, dans cette innovation, il faut prendre en compte que le numérique a une place importante et que le numérique peut participer à cette innovation. Et quand tu disais que ta sœur, du coup, était plus rentable, maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Une école qui marche, c'est qu'elle est rentable. Et donc, à un moment, il y a quand même cette notion d'argent qui rentre. Et justement, si elle a réussi à rendre son école encore plus rentable en mettant ces mises en place, avec le numérique et les vidéos qu'elle postait de ses chorégraphies, on peut déjà avoir un bel exemple de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la musique et les écoles de musique pour attirer un peu plus d'élèves et susciter l'intérêt, quoi. Parce que c'est vrai que l'argent, c'est souvent un sujet qui fâche, mais à un moment, il ne faut pas se leurrer, on est dans un système où une école de musique, pour la prendre en compte, plus elle a d'argent, plus elle est capable de mettre en place des projets, plus elle est capable d'apporter de valeur à ses élèves. Donc, elle doit gagner de l'argent. Si elle n'en gagne plus et qu'elle ne vit que sur les subventions, s'il y a des problèmes liés aux finances du pays, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on ait décidé, nous, à notre petite échelle, que le budget il aurait été mieux réparti en allant ici plutôt que là, mais si on est tributaire de ça, forcément qu'à un moment donné, on risque de se casser la gueule. Donc, oui, il faut être rentable, mais c'est pas malsain d'être rentable. C'est notre système qui fonctionne comme ça. C'est parce que, par exemple, si on est salarié dans une entreprise, on gagne de l'argent parce qu'on apporte de la valeur à l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est rentable, mais c'est aussi avec cet argent que nous, on peut vivre et que l'argent circule et que tout le monde peut vivre. On a besoin de faire dans cette société, qu'on aime ou non le capitalisme, on a besoin d'avoir de l'argent qui circule pour pouvoir faire tourner les choses. Donc une école de musique n'échappe pas à la règle, qu'elle soit en ligne, en présentiel ou les deux.
Oui, et puis c'est assez paradoxal parce que beaucoup d'enseignants et d'écoles de musique font confiance à l'État, qui ont été les mêmes qui ont dit que l'enseignement musical n'était pas une priorité, n'était pas un besoin fondamental. Mais à côté de ça, on reste en compte sur le financement justement du fonctionnariat pour ça, alors que ça a été les premiers à mettre de côté l'art et la musique au moment les plus cruciaux en fait, de notre histoire et de l'humanité. Donc voilà, enfin, moi je pense qu'on ne doit pas forcément faire confiance à des gens qui nous ont mis de côté dans les moments les plus importants, mais plutôt se faire confiance à soi-même et avoir le feu sacré pour se dire bah, c'est mon rôle de diffuser mon savoir et de mettre en place ce qu'il faut pour que ça marche le mieux possible et que ça perdure. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un discours qu'on a régulièrement, c'est que tout à l'heure, tu disais que c'était la faute, mais pas la faute des profs. C'est-à-dire que c'est pas leur faute directe, mais c'est une passivité ou une ignorance face aux possibilités du hors-ligne qui font que ça avance pas. Mais c'est aussi grâce à eux, s'ils en prennent conscience, que les choses peuvent bouger. Parce que s'il y a un enseignant, deux enseignants qui se disent « Ah, tiens, je pourrais apporter tel truc, et tu en parles dans ton école de musique, et l'école de musique finit par se dire « Ah bah oui, c'est une bonne idée, il faudrait s'y mettre », c'est comme ça aussi qu'on va faire bouger les choses. Tout à fait. Alors, on a parlé d'avantages tout à l'heure. Il y a beaucoup d'avantages qui sont ignorés dans l'enseignement de la musique en ligne. Quels sont les avantages méconnus pour toi de l'enseignement en ligne que les professeurs traditionnels en fait ne pourraient pas envisager aujourd'hui? Eh bien, on en a discuté déjà au début. Le premier, c'est l'accessibilité. En fait, de n'importe où dans le monde, tu peux aider n'importe qui dans le monde. Il faut juste se dire ça, c'est quand même impressionnant. Là, par exemple, moi, quand j'ai appris la musique, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient prêts à faire 40 km, donc 45 minutes de route pour m'emmener. Déjà, je trouve ça excessivement loin, mais on parle juste d'une zone géographique de plus ou moins 50 km, quoi, de 100 km. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Nantes, il peut aider quelqu'un qui habite à Nice, au Canada, n'importe où, et il peut donner accès à n'importe qui à la musique. Et ça, déjà, rien que ce premier avantage, je trouve que il bat tout. Et là, on parle même pas d'argent, on parle même pas de rentabilité, parce que souvent, sous les pubs, on nous dit, tiens, escroc, ça veut faire de l'argent, machin, etc. Mais non, mais oui, mais tout le monde veut faire de l'argent. Toi aussi. Quand tu enseignes, tu veux faire de l'argent, tu fais pas ça pour la gloire. Et à un moment donné, c'était obligé d'être rémunéré. Et donc, si on met ça de côté, c'est même pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'accessibilité. Ayez au moins l'honnêteté, ceux qui ont ce discours-là, de vous dire la musique est plus accessible aujourd'hui grâce au en ligne. Que tu aimes pas, que tu aies une mauvaise expérience avec les visios, avec ce que tu veux, que tu comprennes rien à ce que c'est que le en ligne, aujourd'hui, grâce à ça, tu as des élèves. Alors, il y a l'accessibilité, c'est vrai. Il y a pour moi aussi la flexibilité. Qu'est-ce que j'entends par flexibilité? Beaucoup de personnes ne se lancent pas dans l'apprentissage de la musique parce qu'elles n'ont pas le temps. Voilà, entre guillemets. Bon, après, on va pas rentrer dans le discours le temps, ça se trouve. Mais on peut comprendre que dans un quotidien, vie de famille, boulot, ça soit compliqué de se lancer dans un projet comme celui-ci. En tout cas, que ça peut faire peur. Le en ligne va apporter une flexibilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on enlève le présentiel. Il peut toujours avoir ce présentiel avec ce temps formel avec un enseignant au sein d'une école, mais le fait de pouvoir aussi proposer du numérique, du en ligne, va permettre à la personne de pouvoir travailler et être flexible sur ses temps de travail à la maison pour continuer et avancer dans sa pratique. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très important, à la fois pour l'élève, mais il y a aussi une flexibilité pour l'enseignant. Parce que le en ligne va permettre d'être présent alors qu'on n'est pas présent. Avec le biais des vidéos, on peut être présent pour ses élèves, alors que en fait, on est chez soi ou on est avec un autre élève au sein de son école à ce moment-là. D'ailleurs, pour schématiser ça, j'ai un exemple qui va parler à ceux qui enseignent aujourd'hui la musique. Moi, dans mes élèves, j'ai encore quelques élèves en présentiel parce que ça me fait plaisir. Je trouve ça toujours aussi passionnant de pouvoir partager l'art de la musique avec certains. Je mets beaucoup de conditions pour pouvoir donner cet enseignement, mais effectivement, je me suis retrouvé avec des élèves, et notamment ceux qui sont à la retraite et qui disent « Tiens, je vais me remettre un instrument ». Contrairement à ce qu'on pense, les retraités, c'est pas ceux qui ont le plus de dispo, parce qu'ils sont à droite et à gauche, ils doivent aller garder les petits-enfants, ils vont partir en voyage, ils sont dans une association, enfin, les retraités actifs ont jamais le temps. Et je me retrouve régulièrement avec des élèves qui
abandonnent parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait, sur leur agenda. Bah, tiens, quand est-ce que tu es dispo, Fabien? Ok, là, non, je peux pas, là, je peux pas. Et puis on reporte. Ok. Et en fait, on se retrouve avec des élèves moins investis en présentiel parce que souci d'emploi du temps. Alors que si tu as une méthodologie en ligne, ce qui n'empêche pas de faire du présentiel dans ce cas-là où c'est hybride, mais tu as la possibilité de suivre un élève de manière beaucoup plus régulière et toujours de manière du coup flexible comme tu as dit. Voilà. Donc flexibilité, accessibilité. On a aussi la notion d'efficacité qu'on peut évoquer. Pourquoi efficacité? Parce qu'on l'a déjà précisé. Le fait d'intégrer du numérique va permettre d'être présent quand on n'est pas présent et donc d'inscrire l'élève dans un cursus hors école et lui permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai un exemple très concret là-dessus. Au moment du confinement, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que je travaillais dans une école municipale. J'avais aussi mon école en ligne qui marchait très très bien. J'ai intégré tous mes élèves qui faisaient partie de l'école municipale où je travaillais dans mon cursus en ligne, parce que les deux étaient complètement détachés à l'époque, et on a travaillé d'une autre façon et on a doublé la capacité d'apprentissage à ce moment-là. Ça a duré 1 an et demi, les élèves ils ont pris 3 ans de progression sur 1 an et demi, donc ça amène aussi de l'efficacité, toujours pareil, à condition que ça soit bien fait, qu'on met en place des bonnes choses pour que ça marche. Donc ça a une réelle efficacité, contrairement à ce que beaucoup pensent. S'ils n'en ont pas eu, c'est qu'ils ont fait les choses de la mauvaise façon. Et c'est pas grave, il faut juste qu'ils apprennent à le faire comme il faut. Voilà, c'est comme d'apprendre à faire un concert de flûte face à un public. Si on ne sait pas en jouer, eh ben forcément ça va être une catastrophe. Alors que si on a bien travaillé et qu'on connaît la méthodologie pour jouer de la flûte, eh ben, forcément ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe mieux. Et oui, d'ailleurs, on en avait parlé dans nos anciens podcasts de comment faire correctement du en ligne, que le en ligne, c'est pas juste de la visio. Et effectivement, l'efficacité, elle peut être folle, notamment pour ce que tu as mis en avant, c'est le côté asynchrone, c'est-à-dire que tu n'as plus à disposition un prof à qui tu peux poser des questions et avoir un retour et de l'enseignement de sa part qu'une demi-heure ou 1 heure par semaine. Tu as accès tout le temps. Donc, s'il te donne toute sa méthode, tu peux le suivre à ton rythme. Des fois, de manière plus lente, tu pars en vacances, tu n'as pas le temps et puis tu y vas à ton rythme. Des fois, de manière plus condensée, tu peux enchaîner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de vidéo, avoir des choses qui t'apprend. Et ça, ce côté asynchrone, rien que pour le côté de l'élève, on ne parle même pas du côté rentable, niveau temps et argent pour le prof. Mais déjà, rien que pour l'élève, c'est quand même génial. Il peut, un rapport coût-heure, tu vois, le coût-efficacité, il est quand même fou en ligne. Ouais. Complètement. Le coût, pour moi, c'est le dernier avantage aussi qu'on n'a pas évoqué, pour les raisons que tu as évoquées. Le coût, on va dire, par rapport à l'investissement, qui est le meilleur rapport qualité-prix finalement, c'est un peu ça. Mais il y a un autre aspect, c'est que au-delà du fait de se dire que l'enseignement en ligne pourrait permettre de coûter moins cher que l'enseignement en présentiel, ça, moi, je suis contre ça. Pour moi, c'est faux, c'est pas la bonne direction à prendre. Pourtant, c'est ce que beaucoup pensent, c'est-à-dire, ils se disent, ouais, je vais mettre en place du en ligne, je vais mettre en place des cours qui vont coûter beaucoup moins cher que ce qui peut se faire au présentiel, et je vais avoir beaucoup d'élèves, et du coup, je vais vendre ça, je sais pas, 10 euros, une petite formation à 10 euros, 20 euros, 30 euros. C'est pas ça la réalité. Quand on fait comme ça ne marche pas. Pour moi, il faut considérer que l'enseignement de la musique, c'est une vraie valeur. Et que le en ligne, il n'est pas là pour encore baisser la valeur de l'enseignement musical. On est déjà dans un marché où tous les enseignants se tirent la bourre pour avoir des élèves, donc baissent leur prix horaire sans arrêt, et se déplacent de plus en plus loin pour aller chercher de nouveaux élèves. Ça, on a déjà parlé, mais c'est le principe de la concurrence. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient détruire le marché de l'enseignement. Parce que la concurrence, elle a du positif dans l'économie, mais dans l'enseignement, c'est catastrophique parce que ça vient tout simplement donner moins de valeur à ce que l'on enseigne. Alors que ce qu'on devrait chercher en tant qu'enseignant, c'est que ce que l'on enseigne a de plus en plus de valeur et de plus en plus d'intérêt pour les gens. C'est ça qu'on doit chercher. En fonctionnant comme ça fonctionne actuellement, on ne fait pas ça, on fait tout à fait l'inverse. Donc quand je parle de coût, ça a un vrai intérêt en termes de coût à l'inverse, c'est-à-dire que plus on va mettre du en ligne, plus on va générer
un intérêt avec le en ligne, on va montrer que ça fonctionne, que ça marche, que ça apporte de la valeur, qu'on accompagne de mieux en mieux nos élèves, plus ça va mettre le présentiel sur un piédestal et ça va permettre d'avoir des taux horaires qui vont de nouveau augmenter et permettre aux enseignants, qui sont déjà pas très bien payés, de vivre beaucoup mieux de ce savoir-faire qui est ultra important pour notre avenir, pour la culture, pour l'humanité, tout simplement. Moi, j'ai l'exemple, mon exemple à moi. J'enseignais la musique assistée par ordinateur comme le faisaient tous les enseignants, c'est-à-dire que je me déplaçais chez mes élèves et j'étais payé 20-25 euros de l'heure. Alors, il faut faire un paquet d'heures dans la semaine pour pouvoir vivre à la fin du mois. Depuis que j'ai lancé mon école en ligne, depuis que j'ai lancé un enseignement en ligne efficace, la valeur de mon enseignement présentiel a été multipliée par 10 parce que les élèves, en voyant ce que je fais en ligne et la valeur que ça leur apporte, ont envie d'accéder à moi de manière un peu plus privilégiée. Et donc, ça me permet de positionner des prix beaucoup plus importants. Et ça, les enseignants, ils doivent le comprendre. En fait, en partant en ligne et en le faisant comme il faut, ils vont redonner de la valeur à leur enseignement et redonner de la valeur au présentiel. Et ils vont recréer ce que leur métier actuel a totalement perdu. Ouais, je pense qu'il faut faut que les gens, les profs, ceux qui veulent enseigner la musique en ligne, comprennent que la valeur de ce qu'on propose, elle ne dépend pas de l'outil qui est utilisé, mais elle dépend de la personne qui est en face. Et si tu es là pour vraiment apporter de la valeur et aider un élève à évoluer, qu'il soit en ligne, pas en ligne, que la méthode soit hybride, on s'en fout, en fait, ça c'est secondaire. La valeur, elle est là. Est-ce que la valeur existe? Est-ce que la personne est prête pour en payer la valeur? Oui. Et à l'inverse, si on se dévalorise, on oublie tous les biais, toutes les conséquences négatives psychologiques sur les profs. De se dire, je fais énormément de trajets, je suis pas payé à ma juste valeur, etc. Et on tombe dans une spirale infernale où on se dit que c'est la faute du système extérieur, alors qu'on peut agir dessus. Et en plus, il faut se dire que l'avantage du en ligne, c'est que les portes sont très larges. C'est-à-dire qu'on peut se dire, moi, je propose une structure, une méthode, elle a une valeur, je vais aider. Ça n'empêche pas qu'en ligne, il y a aussi un accès gratuit sur YouTube, par exemple, où les gens peuvent déjà commencer à prendre des cours, des choses, gratter à droite, à gauche, d'avoir une partition, d'avoir le tuto d'une chanson qu'on a envie de jouer. Ça permet aux gens quand même d'avoir un accès gratuit. Mais du coup, derrière, là, s'il y a une vraie valeur, elle doit être mise en avant parce que, qu'on l'enseigne en ligne ou non, on a un bagage, on a une expérience, on a une histoire, on a quelque chose à partager. Si la personne elle veut y accéder, elle veut passer le croc au-dessus, elle doit accepter qu'il y a cette valeur-là. Et il y a aussi une urgence, on le répète encore, les enseignants aujourd'hui sont en train de tuer leur métier, malheureusement. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte, mais comme tout le monde fonctionne de la même façon, ils s'appuient sur des piliers qui ne sont pas ceux de la valorisation de l'enseignement. Donc il y a une urgence à révolutionner tout ça, à passer à autre chose pour remettre en valeur leur métier. Parce que si on continue comme ça, que les gens soient honnêtes, regardez autour de vous en tant qu'enseignant, musicien, regardez autour de vous. Est-ce que vous n'avez pas conscience que les écoles de musique sont en train toutes de s'écrouler actuellement ? Qu'elles ont énormément de difficultés à recruter des élèves, qu'elles ont énormément de difficultés à trouver des fonds pour vivre, que les écoles de musique municipales, ce sont des gouffres financiers pour les communes. Ça ne durera pas comme ça éternellement. Il n'y a jamais eu autant d'outils qu'aujourd'hui pour changer tout ça. On est dans une phase où c'est hyper intéressant parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui de changer tout ça et de permettre de passer à quelque chose de différent, pas autre chose, à quelque chose de différent, où on remet l'enseignant et l'élève au centre et où on n'est plus du tout dépendant d'un système et du bien vouloir des politiques. On a cette possibilité-là, c'est le moment de le faire, donc l'urgence, elle est là, aujourd'hui. Ceux qui passeront aujourd'hui au numérique et apprendront à le faire comme il faut, ils trouveront beaucoup de plaisir, pourront profiter de tous les avantages dont on a donné avant, c'est-à-dire la flexibilité, le coût, qu'est-ce qu'on a dit d'autre, l'accessibilité, l'efficacité. Et à côté de ça, on va pouvoir aussi redonner un nouveau souffle à l'enseignement de la musique. Et d'ailleurs, j'ai une petite question.
c'est pas pour créer la polémique, parce qu'on est tous les deux d'accord sur le sujet, mais c'est juste pour discuter autour de ce sujet. Est-ce que tu penses que les écoles de musique sont réellement intéressées, les écoles de musique en ligne, sont réellement intéressées par la qualité et cherchent à faire évoluer les élèves, ou est-ce qu'elles sont plus là à profiter d'un système, d'un marché pour maximiser les profits? Moi, je pense que ça dépend surtout de la personne qui la monte. Est-ce qu'un enseignant en présentiel est intéressé par ses élèves, ou est-ce qu'un enseignant en présentiel est juste intéressé de venir faire ses heures pour être payé et vivre à la fin du mois? C'est exactement la même question, c'est exactement la même réponse. Tout va dépendre de la personne. Moi qui accompagne beaucoup de profs de musique dans la création de leur école de musique en ligne, beaucoup de musiciens aussi dans cette démarche de vouloir créer une activité autour de leur savoir-faire musical, je peux vous dire que tout dépend en fait de la personne qui crée tout ça. Quelqu'un qui a vraiment la fibre de l'enseignant, qui a vraiment envie d'aider ses élèves, il va mettre en place les choses nécessaires pour que ses élèves avancent, il va être disponible pour ses élèves. Celui qui le fait pour les mauvaises raisons ne survivra pas, il n'avancera pas et ça ne fonctionnera pas, l'énergie ne sera pas là pour ça. Il aura beau profiter d'un effet de mode pour se lancer, on ne peut pas jouer un rôle pendant des années et maintenant ça s'écroulera de toute façon. Donc après, de là à dire que c'est un effet de mode, moi j'en suis pas persuadé. Ça faisait partie d'ailleurs d'une de mes questions que je voulais te poser. Est-ce que on peut appeler effet de mode du fait qu'il y a eu la pandémie et que tout le monde s'y est mis? Moi je suis pas sûr que ça soit un effet de mode. Ça a été obligatoire, tout le monde s'y est mis avec peu de réussite, voilà, pour beaucoup. Et je pense que ça va être compliqué suite à cette expérience-là de changer la mentalité de certains, changer la vision de certains. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'un peu effacer l'ardoise et de se dire, ok, il y a une opportunité pour que je puisse apporter plus de valeur à mes élèves. Comment j'exploite cette opportunité-là pour moi avancer dans mon enseignement, me former et permettre d'accéder à un autre niveau, à une autre sphère de l'enseignement qui va permettre d'être efficace sur certains aspects, peut-être moins dans d'autres, mais comment je compense le fait que c'est moins efficace sur d'autres aspects et faire en sorte que mon activité reprenne de la valeur et reprenne aussi, que je reprenne aussi du plaisir en pratiquant mon activité. Pour répondre à tes questions, du coup, je pense comme toi que c'est pas un effet de mode, c'est que ça a été une prise de conscience plutôt. C'est-à-dire que les outils commençaient déjà à être existants, parce que nous, on les utilise depuis 10 ans. Pour ne pas le citer, le Covid n'a pas amené à un effet de mode de l'enseignement en ligne, mais a amené à une prise de conscience qu'il y a des choses à faire et que c'est une possibilité si jamais on se retrouve dans la même situation. Et d'ailleurs, pour répondre à la question aussi que je t'ai posée sur est-ce que les écoles de musique sont là pour faire du profit et tout ça, j'ai envie de dire, par exemple, à ceux qui râlent en disant « Ouais, les écoles de musique, c'est de l'arnaque, c'est juste pour faire des sous, etc. » Ben justement, prouver aux vrais escrocs qui en profitent, comme dans tous les milieux, dans toutes les thématiques, allez le faire, vous, mais correctement. Parce que de toute façon, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des gens qui viennent quand même demander. Il y a un marché. Donc, ce marché-là, au lieu de le laisser aux escrocs, mettez-vous-y. Faites ça de manière éthique, bienveillante, comme vous voulez. Si vraiment vous pensez que vous êtes meilleur que les autres et que vous pouvez faire ça de manière plus bienveillante, faites-le. Sinon, c'est un peu de votre faute. Enfin, c'est facile de crier les autres, c'est des salauds et des arnaqueurs et tout ce que tu veux. Soit, mais prouve le contraire, montre que c'est possible de faire autrement. Il y a une peur de la mort un peu aussi dans cette réaction-là, une aversion à la perte. Et je rassure vraiment tous les profs de musique, les musiciens qui nous écoutent sur l'apport que peut avoir le numérique. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser de côté le présentiel. Et je le répète encore une fois, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas je fais soit du en ligne, je fais soit du présentiel. Ça doit être les deux. Aujourd'hui, en 2024, il devrait y avoir les deux. On devrait mettre en place énormément d'enseignement et d'appui pour ses élèves grâce aux outils numériques. Ça devrait être déjà en place depuis des années, ce qui n'est pas le cas. On devrait s'appuyer sur des applications, des outils, du partage par le biais du système informatique et d'Internet. Et à côté de ça,
on devrait utiliser le présentiel de manière différente de ce qu'on fait aujourd'hui pour s'appuyer encore plus sur la progression de ces élèves qui ont pu avoir chez eux en fait en pratiquant et permettre de passer des steps beaucoup plus rapidement avec ces élèves-là. Donc ne pensez pas que enseigner en ligne, c'est oublier le présentiel. Non, c'est redonner une valeur au présentiel, redonner un positionnement présentiel différent, certes, ça je le consens. Donc ça demande de se former, ça demande juste d'appréhender les choses un peu différemment pour que ça reprenne de plus en plus de place et de plus en plus de valeur. C'est hyper important que tu parles que c'est pas 0 ou 1. Parce que souvent, quand on voit les réactions épidermiques qu'il peut y avoir, alors oui, nous, dans notre communication, des fois, on va être un petit peu direct, mais c'est parce que c'est pour secouer les consciences et dire aux gens, mais bougez-vous, il y a d'autres façons de penser. Il faut savoir que la majorité des gens qui vont réagir, on est en partie d'accord avec eux, en fait. On est d'accord que rien ne peut, entre guillemets, remplacer le présentiel, que le présentiel reste du présentiel. Mais ça ne veut pas dire que tu dois mettre de côté que le en ligne et que le en ligne, il est nul. Tu vois ? Et souvent, on vient nous attaquer sur des choses, tu sens que c'est très, très émotionnel, que c'est en mode, on a touché un truc, c'est 0 ou 1. Mais non, c'est le présentiel est important. Oui, on est d'accord que la musique, ça reste quelque chose de partage, c'est du groupe, c'est de l'humain, et on n'enlève pas ça, au contraire. L'objectif pour nous, c'est plutôt de le mettre en valeur et de donner la possibilité à un maximum de gens, l'accessibilité, d'accéder justement à ce plaisir-là de partage. Mais à un moment donné, il faut bien passer par quelque part. Et tu peux idolâtrer autant que tu veux le présentiel. Oui, c'est bien, mais comme tout, c'est pas parfait. Comme le numérique, c'est bien. Arrêtez de penser que c'est mal. Oui, c'est pas parfait, mais ça permet de faire des choses. Et notamment tout ce qu'on a dit juste avant. D'ailleurs, on pourrait consacrer un podcast sur les commentaires, ça serait très intéressant, on pourrait faire ça, on pourrait passer un podcast à répondre à tous les commentaires qu'on a pu avoir sur ces aspects-là. On prend rendez-vous pour un podcast là-dessus. Et d'ailleurs, ça permettra aussi de voir quelles sont les grandes résistances en fait, que rencontrent les enseignants et peut-être rassurer un peu plus le public des profs de musique et des musiciens sur ces aspects-là. En tout cas, moi, je les engage vraiment à s'y mettre aujourd'hui parce que, encore une fois, on est dans l'urgence. Alors, j'ai une dernière question à te poser, Fabien. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer que l'investissement dans l'enseignement en ligne va payer à long terme ? Ou est-ce que c'est juste, comme on a dit, une mode passagère ? Ça, on a déjà parlé là-dessus, mais en quoi, aujourd'hui, on peut considérer qu'il faut s'investir dans l'enseignement en ligne et en quoi on peut être sûr que ça va payer à long terme ? Alors, on est sûr que ça va payer à long terme parce que il suffit de prendre du recul sur les dernières années, en fait. On sent que on va vers un enseignement où on va prendre Internet de manière générale est pris de plus en plus en compte. Il suffit juste de voir même le système administratif et tout ça. De plus en plus de démarches, de plus de choses sont faites par Internet. Pareil pour les formations, les organismes de formation. Un organisme de formation, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vient enseigner sur un sujet donné dans des entreprises, dans des écoles, dans tout ce que tu veux. De plus en plus, l'option de faire ça en visio, de faire ça en distance, de faire ça avec des cours en ligne, etc., se met en place. Et ça, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est comme l'industrialisation. Hein. C'est comme ça se fait. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi des acteurs, des outils qui se créent, qui viennent améliorer l'expérience utilisateur autour de ça. Donc, au fur et à mesure, avec les outils qui sont mis en place, avec l'intelligence artificielle, avec le débit, l'accès à la fibre qui se démocratise, on se retrouve à avoir de plus en plus une structure solide, fiable, pour accompagner de manière très sérieuse et pédagogiquement les gens. Donc pour moi, il n'y a aucun effet de mode et c'est aussi la raison pour laquelle on peut commencer maintenant. C'est que maintenant, il y a déjà tout ce qu'il faut en termes d'outils pour faire les choses bien. Et plus tard, ça sera encore le cas, mais plus tard, il y aura plus de monde, comme le Bitcoin. Plus tard, tu pourras toujours, forcément, ça fera partie, c'est comme l'industrialisation, ça existe toujours. Mais par contre, tu seras dans un marché où, pour te démarquer, ce sera plus compliqué que celui qui est là il y a 10 ans. D'ailleurs, il suffit de regarder. Certains qui acceptent de passer en ligne ont au démarrage un petit peu peur parce que se disent « Ah oui, tiens, lui, ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans qu'il est là. Ah, il fonctionne bien, il a déjà pas mal d'élèves. » Bah oui, il a commencé, lui, il était vraiment précoce. Mais toi, t'es encore à temps, donc tu peux encore te faire une place. Imagine cette situation dans 5 ans. Si tu passes pas à l'action, tu pourras te dire « Ah bah ouais, lui, il a de la chance, il a commencé à 50. » Non, il a pas de chance. Il nous a écoutés, il a commencé maintenant.
Oui, et puis il faut aussi préciser qu'ils n'y arriveront pas non plus tout seuls. Il y a besoin de se former. Donc on peut prendre conscience qu'il faut passer à ça, mais ne vous aventurez pas dans le mode je vais y arriver tout seul, je vais le faire tout seul. Ça ne fonctionnera pas. Il y a une vraie urgence, donc il y a une nécessité de se rapprocher de personnes qui savent de quoi elles parlent et qui vous forment à ça. Est-ce que demain vous vous lanceriez dans une nouvelle carrière de boulanger sans vous former à la boulangerie? Je pense que non. Il y a plein de gens qui se lancent à ouvrir des restaurants sans rien connaître à la cuisine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écroulent. Les restaurants, je pense que quand on parle de concurrence, les restaurants, c'est un excellent exemple. Donc formez-vous, ouvrez-vous à ça. N'hésitez pas à rentrer dans des formations qui vont vous permettre de mieux appréhender le en ligne, vous permettre aussi à aller chercher des élèves, que ce soit des profs qui sont indépendants, des musiciens qui veulent créer leur activité, ou même des écoles déjà établies, municipales, même des conservatoires. Ouvrez-vous à comment on peut aller intéresser, aller chercher aussi d'autres élèves sur la pratique de nos instruments. Et oui, parce que là, tu ouvres sur un nouveau sujet qui d'ailleurs, il me semble qu'on a prévu d'en discuter dans un podcast, c'est que quand tu t'ouvres en ligne, tu t'ouvres aussi à une activité qui va s'étendre. C'est-à-dire que tu n'es plus simplement un enseignant de musique qui doit faire attention à sa pédagogie et ses élèves en tant que salarié. C'est que tu commences à créer une certaine forme d'indépendance, qui veut dire que tu dois aller chercher des élèves, que tu vas devoir les gérer et tout ça. Donc c'est une casquette d'entrepreneur qui est en train de se créer. Et tu as raison, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut être le mieux accompagné possible pour passer la transition en douceur. Et quand on parle d'entrepreneur, ça fera excellemment la transition avec nos prochains sujets de podcast. On ne parle pas forcément que des profs indépendants. On parle aussi des profs et des structures qui sont en place. Il faut qu'aujourd'hui, vous preniez en compte qu'on est dans un monde où le marketing est présent partout. Et si vous, dans votre structure municipale ou conservatoire, vous n'avez pas de notion de marketing pour créer l'intérêt et attirer de vos élèves, vous ne survivrez pas. Des structures comme Go Sport, Cache-Cache ont fermé parce qu'elles n'avaient pas su faire la transition. Vous serez pareil, vous fermerez vous aussi. J'ai hâte de discuter du sujet marketing, parce qu'il y a un petit côté... pour les gens, il y a un petit côté épineux, tu vois, sur le mot du marketing. Donc on va laisser le teasing autour de du marketing, on en parlera dans un autre podcast. Ok, écoute Fabien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Alors si on résume, urgence, vraiment il est temps de s'y mettre parce qu'on l'a vu avec la courbe de Gauss. On est à une phase où de toute façon on a démarré le processus et maintenant ceux qui s'y mettront seront là demain, ceux qui ne s'y mettront pas ne seront plus là demain. Donc vous pouvez, si vous voulez pas vous y mettre, vous pouvez directement changer de métier, vous pouvez chercher à faire autre chose. Et on a vu aussi les avantages que cela pouvait avoir. On a ouvert au champ des possibles pour les enseignants sur la pratique de l'enseignement de la musique en ligne. Exactement. Et du coup, si vous voulez pas louper les prochains podcasts, notamment sur le sujet du marketing, sur l'entrepreneuriat des profs de musique, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Donc, que ce soit sur YouTube, vous abonnez, vous mettez un like, comme ça vous permet de suivre notre actu. Et si vous nous suivez plutôt sur les podcasts, Apple Music, Spotify, Deezer, etc., n'hésitez pas à aller mettre des commentaires. Ça permet de valoriser le podcast, ça permet de le présenter à plus de musiciens, plus de profs de musique. Et ça permet de valoriser, de mettre en avant le message pour aider d'autres profs à passer la transition en douceur. Et puis un petit 5 étoiles au passage nous ferait énormément plaisir. Exactement. Merci à toi Fabien. Merci Cédric. On se donne rendez-vous du coup pour le prochain podcast. Yes, salut. Allez, salut.